Bonsoir. Bonsoir à tous et merci d'être présents ce soir pour cette dernière rencontre d'un cycle qu'on a conçu avec le Maïf Social Club en regard de l'exposition Faisons Corps qui est visible à l'étage inférieur. La première étape de ce parcours a été avec Claire Marin autour de la question d'habiter son corps, comment habite-t-on son corps. La seconde rencontre était avec Camille Froidevaux autour de la question de la politisation de l'intime. Et on a intitulé cette dernière rencontre avec Norman Adjari qui nous fait la joie d'être présent aujourd'hui autour de la question du racisme et plus exactement où commence le racisme, c'est l'intitulé de cette rencontre. Norman Adjari est un maître de conférence en études noires francophones à l'université d'Édimbourg en Écosse. Vous êtes également membre du bureau exécutif de la Fondation Frantz Fanon, cette figure de l'anticolonialisme dont vous êtes l'un des spécialistes. Vous avez écrit un premier ouvrage qui s'appelle « La dignité ou la mort, éthique et politique de la race », où vous meniez une analyse critique de la tradition philosophique européenne, en montrant comment renouer avec l'histoire méconnue des penseurs de la pensée radicale des mondes noirs. Cette réflexion, vous la poursuivez dans un ouvrage qui s'intitule « Noirceur », race, genre, classe et pessimisme dans la pensée afro-africaine-américaine au XXIe siècle, paru en 2022 aux éditions Divergence. C'était le prolongement d'une réflexion à l'ère de Black Lives Matter, où vous montriez qu'il était possible de remettre en cause les idées qu'on le considère habituellement comme progressistes, et nous y reviendrons. C'est une réflexion que vous avez mise à l'épreuve d'une confrontation, d'un dialogue, dans un ouvrage qui s'intitule « Où commence le racisme ?» précisément, un dialogue mené avec Philosophie Magazine, éditeur, avec la philosophe Marilyn Maezot en 2023. Enfin, c'est aussi la raison de votre présence aujourd'hui. Vous venez de publier un tout dernier ouvrage en avril, le Manifeste afro-décolonial, le rêve oublié de la politique radicale noire, où vous rappelez que non seulement les Noirs ont été les plus malmenés, vous dénoncez les effets de cette déshumanisation, tout en posant, c'est un peu plus programmatique peut-être que dans vos autres ouvrages, tout en posant les bases d'une nouvelle idéologie possible, panafricaine, sociale, révolutionnaire. Nous reviendrons peut-être sur tous ces termes. Mais pour commencer, et puis parce que c'est une actualité qui évidemment nous préoccupe, j'aimerais commencer par là. Il est paru aujourd'hui un rapport de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, son baromètre racisme, montrant qu'il y avait une progression, bien entendu, que 56% des Français estiment qu'il y a trop d'immigrés, 51% qu'on ne se sent plus chez soi comme avant. Et il y a des élections qui se produisent dimanche. L'ambiance est inquiétante. Comment la qualifieriez-vous ? L'ambiance. L'atmosphère sociale et politique. L'atmosphère sociale et politique. Malheureusement, je ne peux pas la décrire de première main, puisque j'habite en Écosse et je suis à l'abri sur mon île. Donc j'ai de la chance. Oui. Je regarde ces choses. Les élections. Bref, les choses se passent un petit peu avec un certain décalage en Grande-Bretagne et en France. Tout indique que les prochaines élections, qui sont très prochaines en Grande-Bretagne aussi, vont ramener le Labour, les travaillistes au pouvoir. Après, toute une ère de conservatisme qui a été perçue par une grande partie de la population comme assez délétère. Donc, ce sont des cycles, si vous voulez, ce sont des cycles. En ce qui concerne l'atmosphère en France, que je perçois uniquement à travers le filtre des médias, c'est un moment intéressant, on va dire ça comme ça. C'est un moment de vérité, quoi. C'est une sorte de dévoilement de certains désirs. Le fait que 56% des Français déclarent ça, bon, après, il y a toujours cette espèce de prévention qu'il faut avoir sur ces chiffres, la manière dont ça a été compilé. Mais en tout cas, je pense que sans passer par cette série de précautions oratoires et méthodologiques, on voit qu'il y a quand même une d'éclosion, une sorte d'ouverture, d'acceptation d'un certain type de désir, de désir raciste qu'on voit chez certains hommes politiques
qu'il exprime, à mon avis, avec une certaine sagesse politique. Je pense à Ciotti. Moi, mais évidemment, Ciotti a tout à fait raison. C'est lui qui a raison, c'est pas les autres. Comment ça ? Ça fait des années que son parti, déjà à l'époque de l'UMP, mène des politiques racistes, vote pour les lois les plus racistes, ont des discours où la question du grand remplacement et toutes les questions d'assimilation des musulmans à l'islamisme, d'attaque contre l'immigration, le fait de faire porter énormément de mots à l'immigration. Tout ça est présent dans le discours de la droite française de manière extrêmement agressive depuis plus de 10 ans. L'idée selon laquelle la droite française serait une espèce de droite républicaine, antifasciste ou que sais-je, c'est plus vrai depuis, allez, on va dire peut-être le dernier qui faisait vraiment, enfin qui arrivait vraiment à faire semblant était peut-être Chirac, mais après c'est fini, enfin, c'est absolument fini. Donc il a raison, je veux dire, c'est juste qu'il a arrêté de faire semblant, qu'il n'était plus ce qu'il était. Donc ça c'est intéressant. C'est intéressant, c'est pour ça que les jeunes, j'allais dire de l'UMP, des républicains, que les jeunes républicains l'ont suivi immédiatement, parce que les jeunes savent, ils en ont marre de faire semblant, de ne pas être racistes. Ciotti dit, mais bien sûr qu'on est raciste, regardez tout ce qu'on a fait, vous êtes bêtes ou quoi ? Et voilà, le maire de Meaux, il a dit non, pas du tout, c'est pas vrai, allez, c'est une mauvaise blague, Il a envie de continuer à jouer une comédie, mais le temps de cette comédie est terminé. Donc je pense que l'histoire donnera raison à Ciotti. Je dis ça tout à fait froidement, hein, parce que je ne suis pas fan de Ciotti, rassurez-vous, mais je pense que stratégiquement et même en termes, d'être... comme pour utiliser la formule de Lacan, il ne cède pas sur son désir. Voilà. Et tous les autres essayent de céder sur leur désir, de ruser avec leur propre désir raciste. Mais on vous voit, vous ne trompez que vous-même. Vous parlez de désir raciste. Pourquoi cette formule pour le moins étrange ? Parce que, pour le moins étrange, pas si étrange que ça. Parce que je pense que, mais je ne suis pas du tout le seul en réalité, je pense que la question du racisme est surtout liée à la question du désir. Que c'est à partir de la question du désir que la question du racisme s'explique le mieux. Et je m'en suis rendu compte récemment, enfin, je réfléchis à ça depuis longtemps, puisque vous avez cité Frantz Fanon. Frantz Fanon, c'est l'un des tout premiers auteurs à avoir abordé cette question de manière systématique, notamment dans Peau noire, masque blanc, puisqu'il était psychiatre. Et comme chacun sait, la psychiatrie, surtout au moment où il a étudié, au milieu du XXe siècle, était fortement influencée par la psychanalyse. Et qui dit psychanalyse, eh bien dit analyse du désir, évidemment. Et le racisme, selon Fanon, mais aussi selon toute une série d'auteurs dont il faudrait refaire peut-être la généalogie de manière plus systématique, parce que ça nous emmènerait très loin déjà à l'époque de l'esclavage. La question du racisme... Quel pensez-vous, par exemple ? Je pense par exemple à un auteur fort méconnu, mais sur lequel je vous disais tout à l'heure avant notre entretien que je m'apprêtais à m'engager dans un congé sabbatique afin de travailler sur un ouvrage. Cet ouvrage portera sur un auteur méconnu haïtien du début du XIXe siècle qui s'appelle le baron de Vatay. Ce baron de Vatay est l'auteur d'un ouvrage paru, si mes souvenirs sont bons, en 1814, qui s'intitule « Le système colonial dévoilé ». Vous voyez, le système colonial, ce sont des termes qui nous paraissent sortis tout droit du XXIe siècle, de la théorie décoloniale latino-américaine ou que sais-je, mais non, dès le XIXe siècle, le début du XIXe siècle, le baron de Vatay parle du système colonial. Évidemment, dans le contexte qui est le sien, il s'agit des plantations esclavagistes de Saint-Domingue, c'est-à-dire de la Caraïbe, et notamment celles qui étaient sous domination française. Ce qui m'intéresse pour discuter de cette question du désir dans ce cadre-là, c'est que
c'est un peu la mode dans la philosophie de l'époque. Là, on parlait tout à l'heure de Rousseau, puisqu'il y a dans votre dernier Philosophie Magazine un dossier sur Rousseau. Rousseau, c'est aussi un auteur qui a travaillé sur les affects, voilà, l'affect notamment de compassion, et beaucoup de philosophes politiques des Lumières et du début du 19e siècle ont beaucoup travaillé sur les affects. Déjà, Hobbes, c'est la peur, voilà, Rousseau, c'est la compassion, etc. Eh bien, il y a deux affects très intéressants qui sont théorisés par le baron de Vatay. C'est l'affect de... comment le décrire, un affect de... J'allais dire de crématistique, mais c'est pas le bon terme, de désir d'accaparement. De désir d'accaparement, d'une part, et d'autre part, un affect de jouissance sexuelle. Ces deux formes d'affect se rapportent d'une part à l'accumulation de capital, l'accumulation d'argent, le fait de faire du profit, ce que l'esclavage permet évidemment de faire, et l'autre concerne eh bien, les violences qu'on fait subir, que ce soit le viol, c'est-à-dire la satisfaction de ces désirs sexuels de manière absolument illimitée sur le corps des esclaves, mais aussi le fait de perpétrer des tortures tout à fait atroces qu'il rappelle par le menu dans son ouvrage. Pour lui, ce sont ces deux affects ou ces deux satisfactions de désir qui sont vraiment au cœur du système colonial. Il faut à la fois cette volonté d'engranger de considérables profits, mais également une satisfaction plus immédiate, qui est la satisfaction de posséder une souveraineté sur le corps des esclaves. Et c'est pour ça que je pense que c'est important d'avoir cette notion de désir en tête. C'est le premier peut-être à avoir placé la question du racisme dans le cadre de cette économie libidinale, c'est-à-dire une économie du désir. Énormément de personnes font ça aujourd'hui. Je m'en suis rendu compte en menant un petit peu l'enquête, parce que je commence à réfléchir à ça et je me suis dit, mais on a rarement systématisé la chose. Mais beaucoup de gens font ça. Dans mon livre Noirceur, j'en ai parlé, par exemple, des auteurs comme Frank Wilderson, un auteur africain-américain, parle beaucoup de ça. Saidia Hartman, une autrice africaine-américaine aussi, parle énormément de ça. Et des gens en France qui parlent de ça, comme par exemple Caroline Déodat, dans son livre « Dans la polyphonie du Nil », elle dit exactement la même chose à propos de l'île Maurice. Donc c'est encore un autre endroit. On n'est plus dans la Caraïbe, on n'est plus dans l'Atlantique Noir, on est dans un autre océan, mais c'est la même chose. Enfin, il y a quelque chose à systématiser là. À reprendre peut-être les intuitions de Fanon, les intuitions du baron de Vatay, relire lire ces auteurs contemporains et essayer d'en tirer les conséquences. Et se rendre compte aussi qu'on a peut-être lutté contre le racisme de la mauvaise manière, en disant, bon, ce sont des préjugés que les gens ont, il faut corriger la manière dont il faut leur apprendre à vivre avec les autres, on va, comment dire, leur faire comprendre que le racisme c'est une forme d'ignorance, alors il faut leur apporter de la connaissance. C'est pas de l'ignorance, c'est du désir. Si vous changez la manière dont vous concevez les choses, que vous dites pas que le racisme c'est la peur de l'autre, la peur de l'inconnu, mais que c'est une forme de satisfaction de certains désirs, on a une toute autre manière de concevoir le racisme, une toute autre manière de lutter contre lui. C'est d'ailleurs l'une des thèses d'un essayiste qui s'appelle Raphaël Llorca, qui a dit que finalement, avec la dissolution et puis l'arrivée en tête du Rassemblement national aux dernières élections européennes, tout s'était passé comme si la dissolution avait psychiquement autorisé la liquidation de toutes les limites politiques. Il y aurait comme ça une espèce de relâchement psychique provoqué par cet événement politique. Peut-être que ça corrobore vos thèses. Comment est-ce que vous entendez cette analyse ? Oui, je pense que c'est comment dire... Ça les corrobore tout à fait, et on l'a vu récemment aux États-Unis, par exemple, avec l'arrivée de Trump. Le plus comment dire, menaçant dans la perspective de l'arrivée au pouvoir d'un parti d'extrême droite, c'est pas uniquement sa capacité à agir politiquement, c'est la manière dont l'atmosphère va se transformer.
C'est pour ça qu'il y a beaucoup de, comment dire, je vois beaucoup de documentaires ou de reportages sur par les chaînes YouTube ou de télévision de gauche sur Internet sur les mouvements fascistes, etc. Je sais pas, vous avez ça sur Blast, vous avez ça sur le Média, etc. J'en ai regardé beaucoup récemment parce qu'ils en sortent plein, ce qui est logique puisque c'est la mode. Sur les groupuscules fascistes. Les groupuscules fascistes, c'est pas énormément de gens. Comme aux États-Unis, c'était pas énormément de gens, les Proud Boys, etc. Mais le fait d'avoir un gouvernement d'extrême droite au pouvoir va changer leur attitude et va également créer des canaux pour les perfuser possiblement d'argent, de subsides, etc., les renforcer et aussi leur donner davantage encore de visibilité médiatique qu'ils ne peuvent en avoir. Donc, c'est-à-dire la fenêtre va se déplacer vers eux et créer un espace public favorable à leur déploiement. Favorable aussi à leur exaction qui va les normaliser, etc., puisque le discours public sera, une sorte de dédoublement, de double de leur action. Et c'est probablement l'un des effets les plus importants de cette situation et l'un des éléments les plus redoutables. Après, dialectiquement, j'ai vu que par exemple, à Philadelphie, quand je vivais à Philadelphie encore, il y a eu des groupements, des organisations antifascistes assez solides pour repousser les Proud Boys. Je me souviens d'un jour où ils menaçaient d'aller en plus dans un quartier, dans un quartier où ils n'avaient nul intérêt à venir. Malcolm X Park, non, c'était pas Malcolm X Park, mais c'était un peu dans ce coin-là. Malcolm X Park, ils auraient pas osé. Mais ouais, un coin un petit peu comme ça, on va dire la jonction entre la ville blanche et la ville noire, on va dire ça comme ça pour parler un peu comme Fanon. Mais ils n'ont pas pu venir, quoi. Enfin, la riposte antifasciste était trop organisée. Donc bon, c'est une dialectique si vous voulez, mais en tout cas, il est certain que cette sorte de tombée d'une certaine censure est ressentie et attendue impatiemment par ces mouvements groupusculaires nostalgiques du fascisme. Vous disiez que finalement le racisme n'est pas un défaut de connaissance ou une marque de l'ignorance, mais une forme de désir. Comment est-ce qu'on lutte contre ces désirs mortifères ou ces désirs délétères? Est-ce qu'on lutte par des désirs plus grands, à la façon spinoziste, de Spinoza ou, voilà, comment fait-on pour offrir une réponse à ces comportements? Je pense que ça, c'est une question complexe parce qu'il y a énormément d'avenues possibles, énormément de voies et de cas différents. C'est ça qui rend aussi qui donne la complexité de la chose, puisque on ne peut pas lutter contre la propagation du désir comme on peut lutter contre l'ignorance. On va vous instruire, on va vous apporter la connaissance. Voilà, ça c'est la réponse absolue pour lutter contre l'ignorance. Mais le désir se manifeste de bien des manières. Désir de violence, désir sexuel, tout ça sont des manières tout à fait différentes de fonctionner. Par exemple, dans le domaine artistique, quelque chose que j'ai constaté, pas encore vraiment théorisé, mais disons diagnostiqué dans les travaux de beaucoup d'artistes noirs, c'est par exemple le plus connu, peut-être un artiste très connu, Arthur Jafa, un artiste africain-américain, un peu, stellaire. Il y a une nécessité du coitus interruptus, si vous voulez. Enfin, il faut interrompre le coït à un moment, interrompre la jouissance. On n'est plus là pour jouir, quoi. C'est la particularité de la place de la noirceur ou de la condition noire dans l'histoire artistique et intellectuelle occidentale. Le corps noir, parce qu'on est là pour parler du corps, le corps noir est toujours associé à la jouissance. Même la mise en scène de l'esclave dans la plantation, c'est un esclave qui jouit de sa propre misère ou de sa propre mise en esclavage.
il est capable de travailler intensément. Ce sont les écrits des esclavagistes eux-mêmes, évidemment, ce n'est pas la réalité historique, mais c'est la réalité historique de leur perspective. Les esclaves sont capables de travailler sang et eau, en ressentant à peine la fatigue. Et après, le soir, ils sont encore capables de danser et tenter plus, parce que finalement, les travaux inhumains auxquels on les astreint, eh bien, pour leur corps, ne représentent pas une véritable charge, pas un véritable poids. C'est une espèce de masse qui ne cesse de jouir et de prendre plaisir. Bon. Interrompre cette sorte de regard porté sur le corps noir qu'on rencontre encore dans la manière dont on regarde les athlètes, nègres, etc. Enfin, cette espèce d'admiration bizarre pour une sorte de puissance primale. Quelque chose à interrompre là. Aussi, comme vous l'avez dit, spinoziste, d'autres désirs à proposer, bien sûr, d'autres manières de concevoir un désir qui nous humanise. C'est une question, j'ai regardé la séquence juste à l'instant, juste avant de venir. C'est une séquence, encore Arthur Jafa. Mais voilà, j'ai des obsessions aujourd'hui, voilà, vous êtes tombé là-dessus, c'était ça. Le film d'Arthur Jafa, Les rêves sont plus froids que la mort. Excellent film, vous pouvez le voir, il est même sur YouTube, c'est piraté, donc, mais vous pouvez le voir sur YouTube, et si vous ne le trouvez pas sur YouTube, il doit être sur UbuWeb, le site UbuWeb qui est vraiment génial, vous avez les films de tous les artistes. Mais ce qui est bien sur la version de YouTube, c'est qu'il est en version sous-titrée française, parce qu'il était passé sur Arte sous le titre « Les rêves sont plus froids que la mort ». Ça, c'est un beau titre. Dedans, il y a un philosophe que j'aime bien qui s'appelle Fred Moten, c'est un Afro-Américain lui aussi, et il pose une question qui a l'air toute bête comme ça, mais qui en réalité est très profonde. Il dit, bon, les Noirs sont un effet de l'esclavage. Les Noirs sont un effet de l'esclavage, mais ils ne sont pas qu'un effet de l'esclavage. Poser cette question comme ça nous force à poser une autre question qui est: est-ce que les Noirs peuvent être aimés? Est-ce qu'on peut aimer les Noirs? Sachant que vous savez, c'est même le titre d'un livre bête de Tania de Montaigne, « Les Noirs n'existent pas ». Les Noirs n'existent pas. C'est un peu vrai et c'est très faux. C'est un peu vrai pourquoi? Parce que, oui, cette catégorisation noire, c'est une espèce d'artefact historique qui recouvre bien des choses. Mais c'est bête parce que j'existe. Il y a d'autres personnes dans cette salle qui existent. Et ils sont obligés de vivre avec cette histoire du non-noir et tout ce que ça représente. Et donc, Moten demande, est-ce que les Noirs, est-ce que la noirceur peut être aimée? Est-ce qu'on peut les aimer? Non pas désirer, non pas approprié, non pas acquis, non pas posséder, mais est-ce qu'on peut les aimer? C'est-à-dire malgré la manière dont on a été construit historiquement, avec une accumulation phénoménale de caricatures, une accumulation phénoménale d'inscriptions dans des désirs bestiaux, inhumains, stupides, l'oncle Tom, le banania, vous en avez plein, il suffit de secouer le cocotier et ça vous tombe dessus. Des représentations humanisantes du nègre, on n'a pas des masses. Il y en a quelques-unes, mais elles ne font pas vraiment le poids par rapport à toutes ces séries de représentations de la femme licencieuse ou du nègre à grosse bite qui constituent l'essentiel de la représentation du nègre dans la culture occidentale depuis plusieurs siècles. Et donc, est-ce que les Noirs peuvent être aimés? C'est une très, très, très difficile tâche que de combattre ces désirs très fortement ancrés dans notre civilisation par d'autres désirs. Mais c'est ce que des gens comme, comme Arthur Jafa font dans le domaine de l'art, mais je pense que c'est aussi quelque chose qu'on peut faire dans le domaine de la politique et qu'énormément d'intellectuels et de militants ont essayé de faire à travers l'histoire, et c'est l'une des choses que je raconte dans le manifeste et dans le dialogue avec Marilyn, enfin dans tous mes bouquins finalement.
Vous employez plutôt d'ailleurs le terme de négrophobie que de racisme. Vous pourriez peut-être nous dire de quoi il s'agit précisément, en montrant que c'est une négrophobie paradoxale, ou en tout cas ambiguë, puisqu'elle désire à la fois la destruction et la préservation du corps noir. Peut-être qu'on peut commencer par là. Qu'est-ce que c'est que la négrophobie par rapport au racisme ? Oui. Alors, je parle de négrophobie, évidemment, pour parler du racisme spécifique qui cible les Noirs, car j'estime qu'il est préférable, pour clarifier les conversations, d'avoir des termes précis. Et on y va de plus en plus, on cherche de plus en plus à aller vers cette précision, puisque aujourd'hui, même si le concept de négrophobie n'est pas utilisé si souvent que ça, d'autres concepts voisins et du même genre, tels que antisémitisme ou islamophobie, sont extrêmement présents dans le débat public français. Et précisément parce qu'ils désignent des phénomènes assez spécifiques dont on voit immédiatement ce qu'ils recouvrent, même si souvent des précisions théoriques sont souhaitables, mais en tout cas, ils convoquent immédiatement un certain imaginaire, ils convoquent immédiatement une histoire avec eux. La négrophobie fonctionne de même. Alors, pour le dire tout bêtement, c'est le racisme contre les Noirs. Mais ça a des dimensions spécifiques. On a tendance à dire, notamment en ce moment dans le débat public français, à propos notamment de l'antisémitisme, attention, l'antisémitisme est une forme de racisme bien spécifique, c'est spécial, c'est très spécial. Mais toutes les formes de racisme sont très spéciales. Parce que j'ai l'impression qu'on a l'idée d'un antisémitisme qui serait une forme de racisme, disons, plus spirituel, plus labile. Et la négrophobie, c'est au contraire, c'est le racisme brut de décoffrage, quoi. Bon, moi, j'aime pas les Noirs, etc. Voilà, mais c'est pas comme ça. Chaque forme de racisme, l'islamophobie y compris, ont leur propre ressort spécifique et font appel à des types à la fois de désir, de représentation, d'intellectualisation qui sont extrêmement particulières. Voilà. Il n'y a pas d'un côté le racisme bête, c'est-à-dire j'aime pas les Noirs, j'aime pas les Arabes, et de l'autre l'antisémitisme, racisme plus spirituel, plus intellectualisé, même si il est vrai que du fait que l'antisémitisme est intrinsèquement lié à la théorie du complot, elle a une dimension théorique particulière, une dimension, liée à l'histoire intellectuelle de ce pays, peut-être davantage que d'autres. Mais la négrophobie est liée à l'histoire scientifique de ce pays également. Et ça, c'est quelque chose que Fanon a noté de manière tout à fait pertinente. La négrophobie a cette spécificité de se jouer sur le domaine génital. C'est le terme que Fanon utilise. C'est génital. Bon, je parlais tout à l'heure... Quelle est sa compréhension de ce terme ? Eh bien, ça a à voir avec le phallus. Ça a à voir avec le phallus. Je parlais tout à l'heure de la bite nègre. Ça a à voir avec ça. Et ça a à voir avec à la fois la manière dont la fantasmatique du nègre violeur a empli la culture très fortement aux États-Unis, mais pas uniquement aux États-Unis, et aussi de la crainte de la contamination par la couleur, la crainte du métissage et les réglementations frénétiques du métissage qui fait partie de l'histoire coloniale de tous les empires coloniaux, qui l'ont géré de manière un petit peu différente, qui de façon assez libérale comme les Portugais, et ça va jusqu'à l'extrême inverse, c'est-à-dire sur la prohibition et le tabou complet, comme pour les Britanniques puis les États-Unis. Et donc c'est cette réglementation du métissage, parce que le métissage est absolument visible et est fantasmé comme une espèce de trace indélébile sur le sang, qui alimente la négrophobie. Et vous voyez que ceci se renverse très facilement. C'est l'autre caractéristique peut-être fondamentale de la négrophobie, c'est qu'elle se renverse très facilement en négrophilie. La négrophobie et la négrophilie sont vraiment deux éléments indissociables. C'est déjà ce que Fanon expliquait. À partir du moment où on a un racisme qui se joue fortement sur l'imaginaire et l'image de l'acte sexuel, eh bien, la tentation
d'y goûter un petit peu va immanquablement se faire jour. Et au-delà du seul acte sexuel, toute l'image des prouesses physiques, de la puissance, de la licence de l'homme ou de la femme noire font partie de cet imaginaire-là. On peut l'admirer, mais encore une fois, on admire un artefact et on admire une sorte de monstruosité qu'on a soi-même créée pour avoir la possibilité de la désirer. Et donc c'est dans cette espèce de jeu entre la crainte de la prédation, de la violence ultimement sexuelle du nègre et le désir d'une satisfaction de ces corps noirs que se joue le balancement entre la négrophobie et la négrophilie. Voilà. Vous citez le cas de George Floyd notamment comme un exemple de ce balancement entre ces deux tentations. Oui, c'est vrai, c'est très intéressant le cas de George Floyd, tout simplement parce que vous connaissez l'histoire, il a été tué de façon tout à fait horrible, et le fait que les images aient été diffusées avec une telle ampleur, à mon avis, aurait mérité un débat éthique de plus vaste ampleur. Je dis bien un débat éthique dans le sens où je n'ai pas la prétention d'apporter une réponse toute faite. Mais je pense qu'on aurait dû penser à ce dispositif médiatique comme ce que toute une série d'auteurs a commencé, Platon, Derrida, Bernard Stiegler, appelaient un pharmacone. C'est-à-dire c'est à la fois le remède et le poison. On n'a pensé qu'au remède. Vous avez ont été télédiffusés. Bon, je pense que ce n'était pas le cas en France, mais aux États-Unis, toutes les chaînes ont diffusé la mise à mort de George Floyd, les chaînes d'information en continu notamment, l'ont diffusé abondamment. Mais c'est un snuff movie. C'est littéralement un snuff movie. Vous savez ce que c'est un snuff movie? C'est des films de mise à mort. Vous voyez quelqu'un se faire tuer. On dit, vous allez sur le dark web, vous trouvez des sites japonais bizarres où on étrangle des jeunes filles jusqu'à ce qu'elles meurent, etc. Bon, mais là, vous l'avez en vrai. C'est pas un japonais bizarre, c'est un crétin d'américain, un flic qui bute George Floyd. Et vous avez ça qui tourne en boucle. Alors, le remède et le poison. Le remède, ça a créé des manifestations absolument gigantesques. J'étais à Philadelphie, c'était des millions de personnes dans la rue. Je n'ai pas vu des manifestations, j'ai jamais participé à des manifestations d'une telle ampleur. La seule que j'ai vue qui était d'une ampleur, je crois, à peu près comparable, c'était quand j'étais à Alger, quand il y avait le Hirak. C'est des manifestations gigantesques, on n'a pas idée de ce que c'est. Et c'est, comment dire, c'est du costaud. Les gens sont déterminés. Ça, c'est le remède. Mais le poison, c'est que ce snuff movie nous habitue en même temps à la violence contre le nègre, sa mise à mort en direct. Il y a quelque chose dans, comment dire, vous allez me dire, c'est assez ordinaire, on voit des images de guerre sans cesse, etc. Et on a des cadavres, etc. Ça fait partie de, comment dire, de l'imagerie ordinaire de l'information. Mais là, c'est différent dans le sens où on a non pas cette espèce de pornographie du poids des cadavres, enfin des cadavres au poids, si vous voulez, des kilotonnes de viande qu'on a lorsqu'on voit les images de guerre. On a la même personne mise à mort en boucle. Donc vraiment l'esthétique du snuff movie. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas l'esthétique de la guerre, c'est tout à fait différent. Et je ne dis pas que la question de la diffusion des images de guerre ne suscite pas de débat éthique. Et d'ailleurs, ça a suscité des débats éthiques. On montre plus les mêmes images aujourd'hui que on montrait il y a 20 ans. En ce qui concerne le cas de George Floyd et d'autres cas de mise à mort diffusés largement, je pense que ce débat éthique est nécessaire, ne serait-ce que pour notre édification à la réception de ces images. Même si on ne dit pas, bon, il ne faut plus les diffuser, etc. Le but, ce n'est pas de censurer. Mais
vraiment de réfléchir à ce que ça nous fait. Le fait de s'habituer à ces mises à mort en même temps qu'on se révolte contre elles. Et ça, c'est pas, comment dire, faire la fine bouche ou essayer de jouer au plus malin. Je pense que c'est vraiment toute la tragédie de la condition noire qui se joue là-dedans. Le fait que notre révolte contre ce type de violence soit si difficilement dissociable de la reproduction de cette violence. C'est pas dire, oh bah, vous n'êtes jamais content. C'est pas qu'on n'est jamais content, c'est que la structure même de la réalité dans laquelle on vit joue contre nous. C'est bien un problème. C'est un problème. Voilà. Vous disiez au début de cet entretien qu'on avait une mauvaise compréhension du racisme comme manque d'efficience, manque de savoir, et qu'il s'agissait de désir. Est-ce qu'il n'y aurait pas par ailleurs une mauvaise compréhension de la notion de race, depuis notamment Lévi-Strauss, et qui montre qu'il n'y a pas de support biologique à cette idée-là, et qui finalement laisse peut-être une voie ouverte à une autre notion, une autre déclinaison du racisme qui serait plus culturelle, ou en tout cas dans une forme non biologique. Voilà, comment comprendre notre incompréhension, mécompréhension, mauvaise compréhension de la notion de race? Oui, ça aussi c'est un vaste débat, et c'est un débat que je pense qu'on devrait essayer d'esquiver. Comment ça, esquiver le débat? Quelle horreur. Essayer d'esquiver, pourquoi? Je suis toujours mal à l'aise lorsque le point de départ de notre débat sur ce genre de questions doit être « Oh, les races biologiques n'existent pas, mettons ça de côté ». Il y a des gens qui travaillent pour qu'elles existent. La biologie humaine est une discipline complexe, compliquée. Elle progresse chaque jour. On n'est pas à l'abri que soient découvertes de nouvelles races humaines, qu'on trouve une sorte de nouvelle manière de les catégoriser. Ça existe déjà. Hein. Ça existe déjà. Qu'on trouve, voilà la délimitation des races humaines, une nouvelle nomenclature qui rende à ce moment-là tout notre antiracisme caduque. Les races humaines n'existent pas, ce sont des constructions sociales. Si, regarde, les races humaines existent, j'ai fait les tests. Alors, t'es bien attrapé. On a besoin d'un antiracisme dont l'armature éthique ne dépende pas de cette mise sous assumption que les races n'existent pas. Même si, est-ce que si les races humaines existaient, est-ce que ce serait OK d'un seul coup d'être raciste? Est-ce que rien dans notre expérience empirique du fait, de vivre dans des sociétés aujourd'hui quand même relativement multiraciales, est-ce que cela ne nous enseigne rien? Est-ce que votre expérience empirique d'un noir, voilà, un type comme moi, ou d'un asiatique, ou d'une personne nord-africaine, est-ce qu'elles sont si différentes que ça? Est-ce que vous avez l'impression d'être face à une personne d'une autre espèce? Même si on réussit à mettre en place, à mettre au jour certaines régularités statistiques en ce qui concerne certaines, ethnies ou certains groupes raciaux, ça ne justifierait, je pense pas, le racisme d'un point de vue éthique. Vous avez un noir qui vient à un entretien d'embauche, mettons qu'il veut devenir, analyste financier, voilà. Est-ce que vous pensez qu'il serait éthiquement correct que vous le receviez? Vous dites, oh là, attendez, vous êtes de quelle origine? Congolais. Oh, Congolais? Attendez, regardez. Ah non, mais désolé, là j'ai des statistiques sur les Congolais. Vous êtes vraiment nuls en maths, vous autres les Congolais. J'ai les statistiques là, désolé, vous allez partir. Est-ce qu'éthiquement ce serait recevable une telle attitude? Je pense que non. Je pense qu'il faut juger cette personne à ses qualités individuelles et non pas à une régularité statistique qui concerne sa nation, son ethnie, son groupe d'appartenance. Vous voyez ce que je veux dire? Ces régularités statistiques, en réalité, ne nous disent rien. Elles sont juste, brandies. Par exemple, les fameux tests de QI, voilà, ça c'est un truc très à la mode chez les racistes sur Internet, l'alt-right, etc. Regardez, les Africains ont des QI super faibles et tout, et les Asiatiques et les Blancs des QI super hauts, on est super intelligents,
les Noirs sont des débiles, l'Amérique latine, ils sont un peu à moitié crétins, pas complètement crétins. Bref, voilà, vous avez une carte de qui est le plus crétin, qui est le moins crétin. C'est assez consternant. Mais quand bien même ce serait vrai, après, le nombre de biais pour arriver à ces conclusions est absolument fabuleux. Mais mettons tout ça de côté, mettons toutes ces préventions de bon ton de côté. Cela ne nous donne pas une éthique. Et le problème principal lorsqu'on traite avec ces racistes, c'est pas qu'ils ont des statistiques, etc. C'est que leur éthique, fondée sur, comment dire, le fait de transformer des régularités statistiques en groupes homogènes et à partir de ces groupes homogènes, en déduire une manière dont il faudrait les traiter, eh bien, toute cette éthique-là me semble complètement fallacieuse, d'une part, pas tenable d'un point de vue moral, et due au fait que c'est une justification a posteriori de leur volonté ou de leur désir de s'attaquer à ces groupes, de les délégitimer, de les mépriser. La violence envers ces groupes est première. Les justifications viennent après comme une espèce de voiture-balai pour essayer de les rassembler en un tout cohérent. Mais je ne crois pas du tout que c'est parce qu'ils ont lu soigneusement The Bell Curve, voilà, c'est le livre sur les tests de QI sur l'intelligence, ils ont lu ça, ils se sont dit « Oh, dis donc, très intéressant ce bouquin. Oh, il y a 5 minutes, j'étais un socialiste noir, etc., intersectionnel ou que sais-je, et là, je suis devenu un nazi parce que ce livre m'a convaincu. » C'est pas exactement comme ça que ça marche la plupart du temps. Je vous posais aussi la question pour savoir ce qu'on pouvait faire de la notion de race. Est-ce qu'il faut s'en débarrasser, notamment, je pense à la notion de racisé qu'on voit apparaître plus aujourd'hui dans le débat public. Comment est-ce que vous comprenez cette notion de racisé? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Alors, dans un de ces livres, j'ai une collègue qui enseigne, je crois, à New York, qui s'appelle Nathalie Etoquet, qui dit la chose suivante que j'aime bien, qui est surtout présente ou surtout valable peut-être pour le débat aux États-Unis, mais qui je pense, a aussi des répercussions, aussi une pertinence dans les cas européens. Aux États-Unis, vous savez, surtout depuis Obama, il y a cette idée de la société post-raciale. Voilà, plus de race, etc., parce qu'il y a un président noir, donc bon, et vous connaissez l'histoire, Black Lives Matter vient après, Trump vient encore après, cette perspective de la société post-raciale s'est un petit peu heurtée au mur de l'histoire. Mais Etoquet corrige ça, elle dit cette histoire de société post-raciale, y croyons-nous vraiment? Non, mais nous devons aspirer davantage à une société post-raciste. Car c'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas le racial, le problème, c'est le racisme. Et très souvent, il y a une confusion entre ces deux choses, notamment dans le débat français. Bon, de moins en moins, mais pendant très longtemps, pendant toute la période, je sais pas, une espèce de période de 5 ans, où on avait tout le temps des unes de l'Express, de Marianne, du Point, des éditos de Laurent Geoffrin, voilà, les excités de la race, les débiles de la race, les intersectionnalistes, tous les trucs, vous voyez, il y avait des unes à gogo, c'était un marronnier, ça s'épuise un petit peu, fort heureusement. Mais c'était ça l'idée, c'était l'idée que on parle du racisme, on parle de la race, donc on la fabrique, on la fait, c'est nous qui la faisons exister. L'idée de passer de cette idée de société post-raciale à l'idée d'une société post-raciste en tant qu'idéal, ça nous évite, ça nous permet de faire un effort qui pour moi est très précieux, dont je parle souvent, qui est l'idée qu'il faudrait parvenir à penser ensemble l'égalité et la différence. Et ça, c'est une chose dans laquelle Aimé Césaire l'avait déjà souligné, le dit universalisme français est très mauvais pour penser ensemble l'égalité et la différence. Parce qu'il est aveugle à la différence? Absolument, parce qu'il est aveugle à la différence, ou en tout cas qu'il ne la voit que pour la réprimer.
la réprimer à partir d'un idéal de citoyenneté qui est rarement interrogé. Mais ça, c'est un vieux débat. Hein. C'est un très vieux débat. Mais disons, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est le fait que je ne pense pas, contrairement à beaucoup, que cette catégorie de race soit en tant que telle néfaste. Je pense que le fait de décrire une personne, bon, c'est un noir, c'est un asiatique, c'est un arabe, voilà, bon, c'est un peu grossier, mais si on réfléchit vraiment philosophiquement à la chose, il est possible d'imaginer une réalité dans laquelle cela n'a pas davantage d'impact, ou ça ne pèse pas davantage de poids que de dire « Oh, il est grand, il a les cheveux noirs, il a les yeux marrons », et tout, une description, ma foi... voilà, vous avez toujours quelqu'un qui va vous dire « Oh, j'ai pas les yeux marrons, j'ai les yeux noisettes ». Voilà, bon, on peut avoir ce genre de débat parce que c'est très important pour lui d'avoir les yeux noisettes, parce que c'est beaucoup plus original, n'est-ce pas, d'avoir les yeux noisettes, les yeux marrons, tout le monde les a, alors que les yeux noisettes, d'un seul coup, ça devient exotique. Et donc, on va dire oh, « Non, mais je suis pas noir, je suis café au lait, oh my God ». Vous voyez le genre de choses. Ce que je veux dire, c'est que ces catégories peuvent toujours être sujettes à... des petites discussions, des petites disputes. Mais quand je les utilise, vous voyez tout de suite ce que ça veut dire. Et bien sûr, les catégories raciales, quand je les évoque, elles ne viennent pas sans le poids considérable d'une histoire, avec tous les fantasmes et toutes les violences qu'on a rappelées tout à l'heure. Mais vous voyez bien, dans cet exemple par l'absurde avec la couleur des yeux ou la couleur des cheveux, qu'il est possible de ne pas être aveugle aux différences entre les individus, de considérer qu'il y a bien des différences empiriques et qu'on peut les nommer. Ça facilite quand même nos interactions. De se dire, bah, j'ai vu, allez, langage policier, j'ai vu le suspect, c'était un noir d'1m95, vous voyez ce que je veux dire ? Bon, description, on se décrit, ça facilite le langage. Pas obligé de tourner des périphrases. Oui, c'était une personne avec un teint plutôt mat. Oh my God. On peut dire les termes, c'est possible. Le problème, c'est l'histoire qui vient avec, c'est-à-dire le racisme. Vous voyez ce que je veux dire ? Et les fausses pudeurs qui visent à considérer qu'avec ces catégorisations viendrait nécessairement et de toute éternité la violence raciste, ça, c'est un problème. C'est un problème parce que ça crée des conduites d'évitement. Et si on a de ces conduites d'évitement, eh ben, on maintient les stigmates liés à la race. Vous voyez, quelqu'un qui commence à avoir peur d'utiliser le mot noir, le mot arabe, etc., eh ben, c'est quelqu'un dont, comment dire, les fantasmes raciaux et racistes n'ont pas été mis à jour. Ça veut dire qu'ils restent quelque part sous cloche. Et donc, on ne peut pas les travailler. On ne peut pas les combattre. On ne peut pas les mettre sur la place publique. Donc il faut sortir de ces conduites d'évitement et dire ce qu'on a à dire. Et quand bien même on dirait quelque chose de tout à fait offensant, eh bien c'est l'occasion de se faire attraper par le callback et d'avoir une discussion sur la question qui peut durer fort longtemps, ou qui, si vraiment voilà, ça devient comment dire, ça devient atroce, eh bien, d'avoir une explication un petit peu plus musclée, si vous voyez ce que je veux dire. Mais au moins, les choses sont dites. Est-ce la raison pour laquelle vous avez préféré le terme de noirceur à celui, par exemple, de négritude ? C'est pour justement éviter de mettre sous cloche toute cette histoire de la violence, pas seulement avoir un aspect positif de la notion, mais aussi charrier avec tout ce que ça peut comporter de violence dont vous parliez. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous avez choisi le terme noirceur ? Oui, c'est une des raisons. Et bon, je ne vais pas chercher à me dissocier de la négritude pour laquelle j'ai une admiration sans borne. J'ai encore, voilà, il y a quelques jours, relu le début de la tragédie du roi Christophe de Césaire. Bon, c'est absolument fabuleux. Enfin, voilà, Césaire, c'est vraiment, c'est un géant sans pareil. Donc, mon but n'est pas de me distinguer de la négritude, et surtout celle de Césaire, au sens où
je voudrais rien avoir à faire avec elle, mais souligner quelque chose. J'ai voulu souligner quelque chose en utilisant ce concept de noirceur. D'une part, c'est un livre sur les États-Unis, sur la pensée noire aux États-Unis aujourd'hui, et donc j'ai dû me confronter au concept qui est très très utilisé dans ces études, dans ces réflexions, dans cet art contemporain noir aux États-Unis, c'est le concept de blackness. Et donc, les gens sont souvent embarrassés pour traduire blackness, voilà, pour les catalogues d'exposition, pour les livres de sociaux, etc. Alors, parfois, je vois noirité. Alors ça me fait mal à chaque fois, ça me fait mal dans mon ventre, et ça me fait mal dans ma tête. Les gens qui veulent pas, merci, les gens qui veulent pas dire les termes. Et donc je dis noirceur, etc. Bon, même le livre a été édité par la romancière Leonora Miano au départ, et même elle m'a dit noirceur, bizarre ton affaire. Pourquoi bizarre? C'est dans le dictionnaire. Même Fanon l'utilise, n'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce que ça semble bizarre? Parce que la noirceur, c'est pas cool en français. C'est un terme connoté négativement. Mais croyez-vous que le terme blackness en anglais est connoté positivement? Pas vraiment. La négritude, c'est ça, le petit paradoxe, si c'est un paradoxe sur lequel je m'appuie dans l'ouvrage. La négritude était partie de ce qu'on appelle aujourd'hui un retournement du stigmate. C'est-à-dire, on va prendre le nègre. Nègre, voilà, c'est quand même souvent une insulte. Même si la révolution haïtienne est passée par là, elle lui avait déjà donné un petit peu de lustre à ce terme de nègre. Et c'est pour ça que l'anglais nigger, par contre, lui est absolument indicible. Il a gardé vraiment toute sa charge, là où la langue française, avec des couches successives de révolte et de révolution noire, a fait que aujourd'hui, même si, par mimétisme américain, les gens parfois ils haussent un sourcil quand un blanc dit le mot nègre, mais normalement, tout le monde s'en fout, et je pense que c'est une très bonne chose, personnellement. Voilà. Moi, je m'en fous si vous dites nègre, sauf si vous me regardez moi, ou que vous regardez un pote à moi et que vous dites sale nègre, là on va avoir des problèmes. C'est une autre question. Non. La négritude avait repris le concept de nègre, mais en reprenant ce concept de nègre, en essayant de lui redonner une dignité, en l'incarnant vraiment, en prenant cet individu, tout ce qui concerne le noir a été mis de côté. En élisant le nègre, on a mis de côté le noir. À la fois, c'était faire évidemment honneur au nègre, et avec le talent, le succès et la profondeur invraisemblable qu'on connaît quand on relit les œuvres de Césaire, mais en même temps, ce qu'on a cherché à abandonner, c'était tout ce champ lexical de l'abîme. Même si souvent Césaire, par son talent, le réintroduit d'une certaine manière. Mais c'est très incarné, c'est très charnel chez Césaire. C'est toujours le cadavre, le charnier. Des choses terrifiantes, mais toujours incarnées. Ce qu'on a cherché à éviter, c'est ce qu'on a cherché à éviter. Lapsus. Lacan, t'inquiète, on est là. Non, mais ce qu'on a cherché à éviter, ce que les auteurs de la négritude ont cherché à éviter, c'était cet abîme absolu du noir, ce que ça signifie, ce vide, voilà, évider, justement, voilà, le vide, le gouffre, l'abîme. Et c'est très précisément ça que cette génération d'écrivains, d'intellectuels et d'artistes cherche à réinvestir. Cet abîme, ce gouffre attaché au non-noir. Et je me suis dit, ça c'est intéressant de revenir là-dessus et de se dire qu'il y a quelque chose d'intéressant aujourd'hui à explorer ça, de refaire un petit peu, voilà un geste un petit peu similaire à ce que la négritude avait fait en disant, mais il y a quelque chose d'intéressant dans cette figure du nègre, là, celui que vous avez créé comme le primitif. Eh bien, peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant aussi dans cette figure de l'abîme que comporte le non-noir. Voilà, c'est l'absence de couleur, la nuit et tout ce qui va avec. Ce sera ma dernière question avant de passer la parole au public.
Dans votre dernier livre, je le disais, qui est un peu plus programmatique, vous le présentez comme un manifeste afrodécolonial. Afrodécolonial, dites-vous, signifie redécouverte et affirmation de la tradition radicale de l'autonomie politique africaine diasporique. Et vous y faites notamment la réhabilitation d'un terme un peu désuet, ou en tout cas pas forcément bien vu, qui est la notion d'idéologie. Dans quelle mesure cette idéologie est-elle nécessaire et qu'apporte-t-elle aux luttes que vous menez ? Oui, oui, c'est vrai. En réalité, essayer de retrouver une autre voie oubliée aujourd'hui de l'usage du concept d'idéologie, puisqu'aujourd'hui, en philosophie, lorsqu'on parle d'idéologie, c'est toujours de manière négative. Je pense, en grande partie grâce à Žižek. Vous savez, Slavoj Žižek, le philosophe slovène, là, un peu loufoque, mais assez malin. Lui aussi lecteur de Lacan. Lui aussi, voilà, beaucoup plus que moi, ça c'est sûr. Et élève de Jacques-Alain Miller, probablement son élève le plus comment dire, qui a connu le plus de succès. Là, voilà, le lacanien le plus populaire du monde, c'est Slavoj Žižek. Et lui, il s'est fait connaître aux États-Unis par son ouvrage The Sublime Object of Ideology, l'objet sublime de l'idéologie, et où, comment dire, il produit une théorie de l'idéologie tout à fait brillante et tout à fait intéressante. Je peux vous la résumer en une blague, qui n'est pas de moi, hein, c'est la blague de Žižek, je ne résiste pas au plaisir de vous la faire, parce que j'adore cette blague. Après, tout le monde ne la comprend pas toujours, mais pour dire comment fonctionne l'idéologie. C'est une blague sur Niels Bohr. Niels Bohr, qui était un physicien scandinave, je ne sais plus de quel pays, qui a reçu le prix Nobel de physique. Et un ami vient visiter Niels Bohr chez lui, et il voit au-dessus de la porte un fer à cheval. Mais Niels, prix Nobel en physique, docteur en physique théorique, vous ne pouvez pas croire à de telles sornettes, avoir un fer à cheval au-dessus de la porte. Quand même, vous savez bien que ça ne marche pas. Et Niels Bohr le regarde, il hausse les épaules, il dit bah oui, bien sûr, je ne suis pas con, je sais que ça ne marche pas. J'y crois pas du tout. Mais il paraît que ça marche, même quand on n'y croit pas. Donc, Žižek dit voilà, c'est ça l'idéologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens sont cyniques. Ils ont l'impression d'être plus malins, mais continuent à le faire. C'est tout ce qu'on fait en se croyant, comment dire, en croyant qu'on ne fait pas ce qu'on est en train de faire. En participant à des choses, en participant à des activités, etc., en croyant qu'on ne le fait pas. Je peux vous donner un exemple de ça. Oui, le concept d'idéologie du GIEC, il est quand même très fort. C'est pour ça qu'il a eu tellement de succès. Très souvent à l'université, on m'a dit ça, surtout quand j'étais en thèse, etc., et quand je commençais à travailler sur ces questions raciales. Très souvent, on m'a dit « tu devrais peut-être pas travailler là-dessus comme ça, tu devrais peut-être pas faire ce genre de travaux, tu devrais pas dire ça. » Mais c'est pas pour moi, hein. Moi, je suis d'accord avec toi, mais les autres, ce qu'ils vont penser. Vous voyez, le grand autre lacanien. C'est-à-dire, on me censure, mais personne ne va me censurer en son nom. On va me censurer au nom du grand autre. Parce que les autres, vous comprenez, les autres ne sont pas d'accord, etc. Mais qui sont ces autres ? Le grand autre n'est jamais venu me parler et me dire « Oh, écoute, tes trucs de noir, là, j'en ai rien à foutre. » Personne n'a jamais osé me le dire comme ça. Mais c'est toujours quelqu'un qui parle, mais qui est tout à fait d'accord avec moi, évidemment, qui adore tout le travail que je suis en train de faire, mais qui parle au nom d'une espèce de masse silencieuse, etc. Donc voilà, c'est exactement ce genre de processus. Comment dire ? On ne revêt pas sa propre idéologie, on ne la revendique pas, mais on s'en fait malgré soi le canal souterrain et presque anonyme. Et donc voilà, ça c'est un concept d'idéologie, mais il y en a d'autres. Mais celui-ci, c'est mon préféré parce que quand même c'est assez fort. Mais c'est pas mon concept d'idéologie dont je vais parler maintenant. C'est un concept d'idéologie beaucoup plus simple finalement, beaucoup plus naïf qui traverse la tradition radicale noire, mais qui part d'un diagnostic qui a été formulé par Fanon, qui a été formulé par Kwame Nkrumah, le premier président du Ghana, qui a été formulé même par Huey Newton, qui a été formulé par en réalité beaucoup d'auteurs. Et je ne cite même pas tous les auteurs qui ont parlé de ça dans le manifeste, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, qui ont dit
le mouvement révolutionnaire africain, le mouvement révolutionnaire panafricain, le mouvement révolutionnaire socialiste, noir, on a des forces vives, on a une motivation, on a un idéal, mais il nous manque une idéologie. C'est un cadre où l'idéologie est ce qui nous manque. Ce n'est pas l'espèce de voile qui va se mettre entre nous et la réalité, c'est au contraire ce que j'appelle dans le livre une forme de réalité augmentée. Parce que les Noirs ont été coupés de leur histoire, soit sous la forme très radicale de l'arrachement qu'a constitué l'esclavagisme, soit sous la forme plus feutrée mais également destructrice qu'a formé le moment colonialiste, le moment du partage de l'Afrique noire, c'est-à-dire le fait que la totalité du continent africain ait été objet de possession d'une série de nations européennes. Cela a également eu de profondes conséquences sur notre représentation de l'histoire. Une idéologie est dans ce cadre-là nécessaire pour suppléer à cette sorte de continuité historique et également pour enrichir notre compréhension de nous-mêmes et des enjeux. C'est pour ça que je dis que c'est une réalité augmentée. Il s'agit de ne pas considérer la réalité de manière nue, comme peut nous y inviter un certain matérialisme un petit peu trop simpliste. Là, regardons froidement l'état des forces, regardons froidement l'état de la société. Pour tous ces auteurs africains, il y avait un enjeu à enrichir notre compréhension immédiate de la réalité d'un regard hérité. Parce que lorsqu'il y a eu le passage du colonialisme, eh bien, la réalité même de la société, des sociétés africaines, exprime des intérêts qui sont des intérêts impériaux, qui sont des intérêts étrangers, qui sont les intérêts du colon. Il y a besoin d'un supplément d'âme, d'une certaine façon, d'un supplément de pensée pour se remettre dans sa propre histoire, puisqu'on en a été exclu. Et donc c'est pour ça que je dis que c'est un cas là où il y a besoin d'une idéologie. L'idée qu'il faut se débarrasser simplement de certaines images n'est pas suffisante. On a besoin d'enrichir notre regard, on a besoin d'enrichir notre pensée et de voir au-delà des seuls rapports de force. Merci beaucoup. Il est temps de prendre quelques questions ou remarques de la salle. Alors, y en a-t-il? C'est le moment. Si il y a un micro. Oui, alors, madame. Bonsoir. Je voulais savoir, et j'aurais envie de dire, et le métissage dans tout ça. Est-ce que vous vous êtes interrogé sur comment peuvent se ressentir des métis? Enfin, est-ce que vous avez étudié un peu ce sujet? Moi, j'en suis un. Mais vous voulez savoir comment je me sens? Non, je m'en doutais que vous étiez métisse, mais j'ai des filles métisses. Et je vais donner une petite anecdote assez drôle. Ici, en France, elles sont considérées par la plupart des gens comme noires. Pas métisses, les gens qui ne font pas de différence. Et quand elles vont en Afrique, en Côte d'Ivoire, ce sont les blanches. Donc voilà, une petite remarque. Oui, j'étais au Togo présenter ce livre. Et donc, j'ai parlé de la question parce qu'il a été édité au Togo tout d'abord. Et il y a quelqu'un qui m'a posé une question un petit peu de ce genre-là, mais un peu plus musclé. Et je lui ai dit en substance, je l'ai pas dit exactement comme ça parce que bon, je voulais pas le vexer, mais j'ai répondu de manière un peu trollesque. Je lui ai dit en substance, mais en fait, mon ami, tu sais, je suis plus noir que toi. Même si je suis plus clair, je suis plus noir que toi parce que j'ai grandi dans une situation fondamentalement structurée par le racisme. C'est ça qui fait un noir. C'est pas une histoire de teinte. Bien sûr, il a l'air plus noir, mais ça, c'est comment dire, c'est une façon trop esthétique, trop superficielle de voir les choses. La noirceur, c'est quelque chose qui se constitue au regard d'expérience. Et souvent,
je peux parler de mon expérience personnelle. Les métis sont des personnes qui peuvent faire l'expérience de la noirceur de manière très douloureuse, car parfois, on peut subir le racisme de la part des personnes qui nous sont les plus proches et qui partagent même notre propre sang. Ça peut arriver. Et ça, c'est quelque chose, qui est extrêmement déstabilisant, extrêmement, troublant dans un développement existentiel. Et donc, l'évaluation de ces situations est, je pense importante. Et le type de conflit auquel ça donne lieu, c'est vrai, mérite davantage d'enquête, mérite davantage d'investigation et mérite davantage de théorisation. Mais personnellement, je pense pas. C'est mon opinion personnelle. C'est vraiment ma perspective. Je ne veux pas délégitimer la chose, mais je ne prendrai pas la question métisse, comme point de départ d'une réflexion théorique. Je pense que c'est quelque chose de dérivé. Je pense vraiment que c'est quelque chose qui dérive de notre conception de la blancheur, de notre conception de la noirceur, de notre conception de toute autre catégorisation raciale. Il faut comprendre ces catégories raciales pour comprendre l'expérience du métissage, ou l'expérience des métis. Comme vous voyez ce que je veux dire ? Y a-t-il d'autres questions ou remarques ? Alors il y en a une là et puis après monsieur là-bas. Merci beaucoup pour cette conférence. Je voulais juste rebondir par rapport à ce que Madame dit. Je crois qu'il y a une différence entre le métissage et la créolisation. Et c'est la créolisation, je pense, qui aujourd'hui va changer le monde. Et c'est un peu mon expérience. Moi aussi, je suis extrêmement mélangée. J'ai un grand-père chinois, j'ai des parents d'origine africaine, je suis guyanaise. Voilà, donc je veux dire, moi, ce qui m'a sauvée dans tout ça, je vous le transmets parce que ça a été un moment extraordinaire. J'avais invité Édouard Glissant il y a quelques années dans le cadre d'une rencontre littéraire. Et il y a un jeune qui a posé exactement la même question que vous. Et Édouard lui a répondu en lui disant « Mais vous n'avez pas à choisir, vous êtes tout ça à la fois. » Et c'est ça votre richesse, c'est ça votre force. Ce n'est pas le regard qu'ont les gens sur vous, c'est quel est votre regard et comment vous vivez cette richesse en fait. Voilà. Et moi, ça m'a vraiment beaucoup aidée parce qu'effectivement, en France, on a tendance à mettre des gens dans des casiers. Et moi, j'ai été élevée dans la communauté chinoise en Guyane, avec une grand-mère guadeloupéenne, une grand-mère créole guyanaise, avec un grand-père chinois. Donc, je passais d'un univers à un autre et on voulait toujours me mettre dans une case. Et moi, intérieurement, j'avais cette liberté intérieure. Et c'est en lisant Chamoiseau, c'est en lisant Édouard Glissant que j'ai trouvé en fait cette liberté-là. Voilà, donc on n'est pas soit africain, soit européen, soit etc. La créolisation, en fait, le monde est en train de se créoliser. Et cette créolisation, en fait, permet de vivre toute cette richesse que nous avons en nous, quel que soit l'endroit où nous vivons. Voilà ce que je pouvais ajouter à tout ce que vous avez dit aujourd'hui. Merci beaucoup. Norman, je ne sais pas si vous voulez réagir sur cette notion de créolisation. Oui, je peux. Je trouve ça... comment dire ? Ce qui est bien avec le concept de créolisation, c'est que c'est un concept qui fait du bien. C'est la preuve. c'est bien la preuve. Comment dire ? C'est un concept qui fait plaisir. Et je pense que c'est très important. Moi, je suis, pour parler comme les jeunes, moi je suis un vrai doomer, quoi. C'est-à-dire que je fais des livres pour rendre les gens misérables, pour leur saper le moral, pour qu'ils soient aussi misérables que moi, en fait, pour les tirer vers le bas. Et donc, j'ai, un peu par esprit de contradiction, j'ai un article qui vient de paraître là, qui parle de la bossalisation. Parce que le créole
Et donc, évidemment, c'est dans une discussion théorique, quoi, avec Glissant, un autre géant des Antilles, un autre géant de la Martinique, après avoir cité Fanon et Césaire. Donc voilà, là on a la Holy Trinity, voilà, la Sainte Trinité de la Martinique. Et après, la Martinique, c'est tellement bien, parce qu'après, il y a même l'armée des anges. Voilà, vous avez cité Chamoiseau et tout, donc il y a vraiment toute une... Ils en ont vraiment beaucoup, quoi. Et donc, j'ai parlé de la bossalisation. Pourquoi ? Parce que, bon, j'essaie de le faire vite. Le créole, dans l'histoire des Antilles, ça désigne différentes choses, ça désigne plusieurs choses. Mais lorsqu'on parle d'esclaves, c'est un certain type d'esclave. C'est l'esclave qui est né sur la colonie, et donc dont le créole est la langue maternelle. Il y a un autre type d'esclave qui s'appelle le bossal. C'est celui qui a débarqué d'Afrique, celui qui sort du bateau. Et donc qu'il faut, comme disent les esclavagistes britanniques, season, qu'il faut assaisonner. Parce qu'il n'est pas habitué, il ne sait pas comment ça se passe. Et donc il faut le mater, il faut le brutaliser afin qu'il se plie aux normes de la colonie. Très souvent, l'expérience de sortie de la cale, et ça c'est quelque chose aussi dont Glissant lui-même parle. Il parle du voyage, à fond de cale, il parle de la sortie. Et c'est ça qui produit, c'est la sortie de la cale, immédiatement la sortie du bateau qui produit le marronnage. C'est-à-dire que dans les films, on voit souvent les marrons qui complotent, etc., qui s'enfuient. Mais la plupart du temps, c'est les bossals qui sortent du bateau, ils voient ce que c'est, ils sont putain non, et ils se barrent direct, ou tout de suite dans les premiers jours, quoi. Ils n'ont même pas le temps de commencer le travail, qu'ils se barrent immédiatement. C'est pour ça que les bossals sont redoutés. Et donc, j'essaie de faire jouer ces deux concepts, parce que le concept de créole, évidemment grâce au langage, etc., grâce à la langue créole, grâce à la poésie créole, le concept de créole, de créolisation et de créolité ont acquis une aura et une forme, comment dire, oui, un grand récit d'apaisement et aussi un usage politique, puisque Mélenchon l'a beaucoup utilisé ces dernières années, etc. Et donc, c'est plutôt bien. Mais le bossal, on l'a oublié dans tout ça. Et on a oublié le choc initial, la violence initiale qui a causé tout ça. C'est ça qui me pose problème dans ce concept de créolisation, c'est que de par son récit d'apaisement, il tend à nous faire oublier la violence qui continue de produire les groupes que vous avez appelés racisés, etc. Et donc, je voulais faire revenir un petit peu cette figure du bossal et interroger ce qu'elle avait aujourd'hui encore à nous dire. Voilà, il n'y a pas que le créole, il y a l'autre aussi, il y a sa face obscure. Et c'est toujours ça que j'essaye de faire dans mes projets, de ramener cette face obscure pour que le sourire s'efface du visage de mes lecteurs. Alors, je crois qu'il y avait une question de monsieur par là-bas. Bonsoir. Est-ce qu'on peut dire que la xénophobie et le racisme, c'est la même chose ? Et sinon, où finit la xénophobie et où commence le racisme ? Et ma deuxième question, c'était, est-ce qu'on peut estimer que le Hutu était raciste à l'égard du Tutsi, malgré qu'on sait que les raisons fondamentales sont coloniales, bien sûr, mais est-ce qu'on peut qualifier ça ? Et sinon, merci madame, on est humain avant tout et je crois qu'on a à s'enrichir de nos différences. Bon, je pense que l'usage qu'on fait du concept de xénophobie, encore une fois, c'est un autre des petits concepts que j'avais parlé. Dont j'avais parlé tout à l'heure avec l'antisémitisme, etc. Je pense que la xénophobie concerne essentiellement, dans le langage courant, le rejet ou la caricature
de l'étranger en tant qu'étranger, c'est-à-dire du non-national ou du non-citoyen. Je pense qu'aujourd'hui, c'est comme ça qu'on considère le concept de xénophobie. Donc, il est un petit peu différent, il a une voilure un petit peu différente que le racisme. Évidemment, on peut dire que c'est la même chose si on le prend étymologiquement comme la phobie, c'est l'aversion pour l'autre, quoi. Parce que c'est ça, le xénos, c'est l'altérité en général. Mais là, si on le prend vraiment étymologiquement, ça a une voilure beaucoup trop grande, puisqu'il y a plein de choses qui sont étrangères, ou qui produisent de l'étrangeté. Ça peut être l'homosexualité, ça peut être transidentité, ça peut être plein de choses aujourd'hui. Donc, moi, j'aurais tendance à l'utiliser comme une forme d'aversion, de désir de discrimination contre les étrangers en tant que les personnes qui ne possèdent pas la citoyenneté ou dont on suppose qu'ils ne l'ont pas. Voilà. Quelque chose qui serait vraiment lié à l'appartenance nationale ou à l'appartenance étatique. Et en ce qui concerne le génocide au Rwanda, je pense que oui, on peut dire que c'est une forme de racisme, mais je pense que pour être encore plus précis et être pour être sûr de mon coup, je pense que le plus judicieux, c'est de parler de formes de déshumanisation. Parce que ça c'est vraiment documenté. Ça fait partie des moments génocidaires ça marche souvent comme ça. Hein. Souvent, les génocides s'appuient sur une déshumanisation, mais celle-là est vraiment bien documentée. Il y a des théoriciens, des philosophes qui ont travaillé là-dessus. Il y en a notamment un qui a écrit 3 livres sur la question de la déshumanisation qui s'appelle John Livingstone Smith. Et il a travaillé, entre autres choses, il a étudié beaucoup de documents, mais une partie de ses sources, c'est sur le Rwanda. Ce processus par lequel on cesse de voir l'autre, ça peut être n'importe qui, comme un être humain. On rappelle souvent les phrases de la radio d'Émile Colline de manière un petit peu, anecdotique, où on décrivait les Tutsis comme des cafards, etc. C'est pas juste une anecdote, c'est-à-dire que la psychologie et les études, donc, par exemple de John Livingstone Smith, qui est à la fois philosophe et psychologue, nous montrent que, à force et avec d'autres méthodes, d'autres stratégies, ça finit par produire véritablement l'effet de nous faire voir l'ennemi comme une créature non humaine sous apparence humaine. C'est également ce qui s'est passé pendant la destruction des Juifs d'Europe. Pour pouvoir parvenir à effectuer un génocide, il faut, en tout cas c'est plus facile d'y parvenir si on arrive à s'éduquer à voir sous l'apparence humaine quelque chose d'autre. Un contaminant, un animal, une bête. Quelque chose qui est fondamentalement un ennemi, mais qui n'est plus un être humain. Il y avait, je crois, une dernière question de monsieur. Oui, bonsoir, merci pour votre intervention. Je voulais vous soumettre la chose suivante. Un enfant né d'un père basque et d'une mère bretonne est aussi un métis. Parce qu'il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que... C'est un Français. Le métissage est dit culturel dans certaines définitions. J'en suis plus trop sûr, mais voilà mon propos. Merci. Ça, je sais pas si c'est à moi de le dire. Je pense que ça dépend de la définition qu'on a du métissage. Ça dépend de l'avancée, de l'unification, de la centralisation républicaine en France. C'est-à-dire, est-ce que le breton parle breton, est-ce que le basque parle basque, est-ce qu'il y a vraiment un métissage culturel, ou bien est-ce que l'uniformisation républicaine a fait que de toute façon, ils sont absolument similaires, absolument pareils. Oui, c'est un problème. Par exemple, allez, encore une petite brève comparaison, avec la Grande-Bretagne. L'uniformisation des accents en France, ça marche à fond, mais en Grande-Bretagne, pas du tout. C'est très vrai pour l'Écosse. Bon, il y a une dimension de classe sociale aussi, évidemment. Les classes sociales supérieures parlent toutes un peu de la même manière.
Oxford English, isn't it? Ben, mais les Écossais, voilà, ils parlent, bon, c'est dur à comprendre, hein. Mais voilà, pour un gros débile de ricain comme moi, c'est très dur à comprendre. Et le nord de l'Angleterre, c'est une chose, le Pays de Galles, c'est une autre. Comment dire, les accents ont gardé leur intégrité de manière extrêmement forte. Je ne sais pas pourquoi, hein, vraiment. Je pense que des travaux de linguistes existent forcément là-dessus. Comment dire, ma découverte de ça est trop récente pour que j'ai pu vraiment m'y pencher et lire des choses pertinentes sur la question. Mais on voit que même si Londres est une métropole absolument gigantesque, comment dire, pachydermique, etc., qui effectivement elle absorbe tout, le type de centralisation auquel ça donne lieu, et surtout sur le plan du plan culturel, excusez-moi, est pas du tout la même que celle de la France. Et où les caractéristiques régionales, sur l'accent, sur l'argot, sur voilà, certaines, comment dire, petites dimensions identitaires de la sorte, demeurent. Ce qui n'est pas le cas en France. Je vais à Nice, plus personne n'a l'accent de Nice. C'est sidérant. J'avais la sœur de ma grand-mère, comment dire, a grandi à Nice. Elle avait un accent à couper au couteau. Ça n'existe plus. Je dis pas ça pour dire pour le déplorer ou quoi, mais ça m'étonne en fait. Je suis surpris par la manière dont ces accents disparaissent, et j'imagine que parce que les gens sont encouragés à lutter contre. J'ai vécu longtemps à Toulouse. C'est voilà, le monde. Toulouse se divise en deux, ceux qui parlent avec l'accent, ceux qui parlent sans. Et sans parler, voilà, encore le dernier coup, j'ai grandi à Forbach en Moselle. Ça, voilà, il y a les accents qui sont cool, hein. L'accent de Toulouse il est très cool, l'accent de Marseille il est cool, voilà, c'est Marseille bébé. Mais vous parlez avec l'accent du Bas-Saouillet, je peux vous dire, c'est pas glamour, hein. T'as pas envie de le garder celui-là. C'est vraiment pas, c'est pas un truc que tu vas séduire une nana avec ça, hein. Pas du tout. Alors tu fais vite de le perdre. Mais oui, mais c'était l'accent de mes grands-parents. Enfin voilà, voilà, il y a des accents plus cool, moins honteux que d'autres. L'accent du Bas-Saouillet, c'est vrai que oui, je pense que en plus. Comment dire, on sortait du fait que c'était le lieu qui était, comment dire, un des lieux qui était possédé par qui faisait littéralement partie du Troisième Reich. Donc, vous parlez comme un nazi, etc. La rue où habitaient mes grands-parents, c'était, je crois que je le raconte là-dedans, c'était Adolf Hitler Straße, quoi, la rue Adolf Hitler. Aujourd'hui, c'est la rue nationale. Donc, j'ai virtuellement grandi Adolf Hitler Straße avec juste 50 ans de retard. Mais bref, tout ça pour dire qu'il y a aujourd'hui plus trop de raisons, je crois, de dire que le basque et le breton se métissent. Je pense que vraiment François Ier, enfin le rêve de François Ier s'est réalisé et que la diversité de la France n'existe plus qu'au niveau de ses patronymes, au niveau voilà, de ce qui reste de ces différentes ethnies finalement qu'on a mises ensemble, ce qui est assez inhabituel, quoi. Si vous comparez à l'Espagne, à l'Allemagne, il y a une homogénéité, comment dire, civilisationnelle. Les Allemands, ils en ont un peu trop fait avec ça, mais une homogénéité beaucoup plus grande que la France, où bah, voilà, vous avez des Alsaciens, des Lorrains qui ont des noms germaniques, des Bretons, des trucs avec des noms celtes, des Basques, des Occitans, etc. Tout ça qui sont des formes culturelles originellement très différentes et avec des langues très différentes, avec des histoires, des trajectoires très différentes, donc qui ont été unifiées au gré des batailles. Mais il y a eu un acharnement pour unifier tout ça, pour des raisons politiques et pour des raisons, je dirais, bureaucratiques avant l'heure, quoi. Mais peut-être qu'on a été un peu trop loin, un peu trop fort, et que quelque chose s'est perdu là-dedans. Et je pense que ces petites différences régionales aussi, loin d'être nécessairement des espèces d'atavismes débiles, peuvent aussi aider à comprendre la différence en général. À partir du moment où vous n'avez même plus de différence intensive, régionale, locale, que vous n'avez pas la conscience que c'est possible de parler deux langues
sous la forme des langues régionales, eh bien, je pense que c'est une capacité d'adaptation, une capacité d'accueillir l'altérité qui est déjà un petit peu amoindrie. Norman Adjari, merci beaucoup, merci pour votre attention. Merci à vous, merci pour l'invitation, merci à toutes, merci à tous. Avant de vous remercier tout à fait, il me reste à vous inviter à aller voir l'exposition Faisons corps à l'étage inférieur et surtout à lire les livres de Norman Adjari. L'exposition est très chouette, hein, vraiment. En plus, il y a plein de choses, vous pouvez toucher, vous pouvez aller dans les petits trucs qui pendent là, c'est terrible. Que vous pouvez retrouver les livres à la librairie en bas, notamment La dignité ou la mort, paru aux éditions de La Découverte en 2019. Où commence le racisme, malheureusement, n'a pas été livré au libraire à temps, mais vous pouvez le commander sur le site de Philosophie Magazine. Et le dernier livre, le manifeste afro-décolonial. Vous pouvez retrouver tout ça en bas et je crois que Norman Adjari se prête à une séance de dédicace. Je vous remercie.